Vous êtes sur TV5 Monde, 64 minutes. C'est l'actualité autour du monde et en français à la une. Ce lundi, le début d'un tour du monde historique. Première étape réussie pour Solar Impulse 2. L'avion qui vole sans carburant s'est posé sans encombre à Mascate dans le Sultanat d'Oman, 12 heures après avoir décollé d'Abu Dhabi. La conférence de presse du ministre malien de la Communication et porte-parole du gouvernement, Choguel Kokala Maïga, promet de ne pas céder à la peur et de punir les auteurs de l'attaque contre le restaurant de Bamako. Toujours aucune arrestation à l'heure qu'il est. Et puis 4 personnes, dont une gendarme française arrêtée et placée en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris. Tous font partie de l'entourage d'Amedy Coulibaly. Selon les enquêteurs, Amedy Coulibaly, auteur de l'attaque du supermarché cachère de la Porte de Vincennes. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, place à notre grand angle. Il était évident que le fameux esprit de janvier ne passerait pas l'hiver. Après les attentats de Paris, la France doit-elle d'urgence renouer avec la fraternité? Comment vivre ensemble face aux angoisses liées notamment à l'insécurité? 2 grands témoins avec nous ce soir. Serge Pogam, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, vous êtes notamment l'auteur de Vivre ensemble dans un monde incertain, un livre qui paraît aux éditions de l'Aube. Avec nous également Abdenour Bidar, merci d'être avec nous également. Vous êtes philosophe, vous animez l'émission fondée par Abdelwahab Medeb sur France Culture, elle s'appelle Culture d'Islam et vous publiez un plaidoyer pour la fraternité, édition Albin Michel. Abdenour Bidar, pourquoi avez-vous pris la plume, disons-le, sous le coup de l'émotion, après cette tragédie qu'a vécue la France ? J'ai pris la plume exactement pour la raison que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire pour que l'état de grâce de la communion collective du 11 janvier ne retombe pas comme un soufflet et que nous engagions tous ensemble à nous mobiliser de façon durable avec cette perplexité, je crois, qui a été la nôtre, de nous demander dans quelle direction nous mobiliser. C'est exactement ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est-à-dire de proposer la fraternité comme une direction possible pour cette mobilisation, en espérant justement que nous lui donnions les moyens d'être durables. Alors liberté, égalité, fraternité, voilà le symbole qui représente la France. Comment expliquez-vous que la fraternité soit toujours le plus escamoté, si l'on peut dire? Le plus escamoté parce que peut-être le plus exigeant, celui dont on a le plus de mal à se saisir. Lorsqu'on parle de fraternité, on passe volontiers, et d'ailleurs c'est quelque chose qui m'a été immédiatement rétorqué, pour un naïf, pour un idéaliste, pour quelqu'un qui n'a pas conscience de la réalité, parce que fraterniser c'est difficile. Souvent on euphémise un peu l'objectif de fraternité qui est pourtant constitutif de notre devise républicaine. Mais c'est quoi alors? C'est pas juste aller prendre un verre ensemble ou un thé ensemble, c'est de quoi? De partager un destin commun? Comment vous la définiriez, cette fraternité? Partager un destin commun, par exemple à l'heure des communautés et à l'heure où les communautés ont tendance à se replier sur elles-mêmes, c'est enseigner aux enfants que il y a une identité humaine partagée, il y a une humanité partagée au-delà des frontières culturelles, au-delà des frontières de croyance. Dire par exemple dans une famille musulmane, tu sais, mon enfant, le petit juif qui est avec toi à l'école, le petit chrétien, le petit athée, c'est ton frère humain. Donc autant je pense qu'effectivement la laïcité peut être un grand idéal abstrait, un peu inaccessible quand on en parle comme ça, autant je pense que nous devons réfléchir à des moyens concrets par l'éducation d'en faire une véritable culture éthique. Serge Pogam, vous interrogez depuis très longtemps sur ces questions du vivre ensemble. À la fin des années 1980, votre doctorat portait sur la disqualification sociale. 30 ans après quasiment, vous revenez donc avec Vivre ensemble dans un monde incertain. Alors vous commencez ce livre en expliquant tout d'abord que le délitement social n'est pas une nouveauté. Donc déjà à la fin du 19e siècle, je dis bien du 19e siècle, des voix s'élevaient pour nous mettre en garde à l'époque. Oui, c'est pas effectivement un thème tout à fait nouveau de ce délitement des liens sociaux, mais je pense qu'il a atteint aujourd'hui finalement un seuil inquiétant. Et il faut, me semble-t-il, pour étudier cette question du mal-être dans notre société, prendre en compte la pluralité des liens qui attachent les individus à des groupes et à la société. Parce que autant on peut être attaché à des semblables, à nos frères, dans un lien de filiation avec nos parents, bien entendu. On peut être intégré et attaché à des amis, des cercles que l'on a choisis. On est intégré aussi par le monde du travail, attaché par les solidarités, par les conventions collectives, par les protections assises sur le statut professionnel. Et enfin, on est attaché par le fait de vivre dans une société de droit, avec des droits
qui représente la citoyenneté. Donc le lien de filiation, ce que j'appelle le lien de participation élective, le lien de participation organique dans le monde du travail et le lien de citoyenneté doivent être entrecroisés pour permettre justement de vivre ensemble dans une société ouverte à tous et apaisée. Or, précisément, le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que ces liens sont de plus en plus fragiles et porteurs d'inégalités nouvelles. C'est-à-dire que aujourd'hui, en raison notamment des problèmes dans le monde du travail et du chômage, il y a comme un effet d'entraînement, de dégradation cumulative des liens sociaux. En fait, le chômage, la précarité professionnelle pour des franges importantes de la population, ce que j'ai appelé le processus de disqualification sociale, se traduit progressivement par des ruptures des autres types de liens. Et cela rend difficile effectivement de vivre ensemble de ce fait. Alors vous vous attachez donc à définir ce lien social et pour vous il repose sur deux dimensions fondamentales, la protection donc que vous avez citée et la reconnaissance. Expliquez-nous. Oui, bien sûr. Chaque type de lien nous permet effectivement d'être attachés par le sentiment d'être en sécurité par ce lien. Être attaché, c'est de pouvoir compter sur sa famille, ses amis, son pays, le monde du travail avec ses protections. Donc être reconnu. Mais aussi être reconnu, c'est compter pour. Compter sur la protection, compter pour, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire avoir une valeur aux yeux des autres. Abdenour Bidar, peut-être une réaction? Oui, je me reconnais tout à fait dans cette réflexion sur le lien qui rejoint mes propres préoccupations en tant que philosophe. Nous, on réfléchit sur le sens des concepts. Et effectivement, aujourd'hui, ce dont on s'aperçoit, c'est que nous avons un problème général avec les liens, à deux égards. C'est-à-dire qu'il y a d'abord les liens qui se défont, il y a les ruptures de liens. Et puis, il y a aussi, aujourd'hui, la prolifération d'un certain nombre de liens qui asservissent. C'est-à-dire que ce dont nous avons l'impression, c'est d'être dans une société qui ne maîtrise plus l'art du lien. C'est-à-dire l'art de la qualité des liens qui vont pouvoir unir les individus à travers des interactions professionnelles, à travers des amitiés sociales, à travers la fraternité que je propose, et qui vont être, je dirais, receler cette qualité possible du lien qui est un lien, alors j'emprunte un terme qui est issu de la biologie, mais qui aujourd'hui voyage beaucoup du côté des sciences humaines et sociales, la symbiose, un lien de symbiose, c'est-à-dire comment faire pour créer entre nous, dans la société, des liens qui aient cette capacité à être mutuellement profitables pour ceux qui contractent le lien. Alors qu'aujourd'hui, soit on n'a pas de lien, rupture des liens, soit on a un lien qui se fait, un lien qui est un lien d'asservissement, qui se fait au bénéfice exclusif de l'un de ceux qui contractent le lien. En quoi, selon vous, les attentats de Paris, Abdenour Bidar, ont-ils mis en lumière les failles de la société française ? Alors, d'abord, moi, ce qui m'a vraiment frappé et choqué, c'est toute la distance qui est apparue entre je suis Charlie et je ne suis pas Charlie, avec les anathèmes qu'on a entendus de part et d'autre. C'est-à-dire ceux qui ont dit je suis Charlie disaient à ceux qui disaient « je ne suis pas Charlie »,« vous êtes stupide »,« vous ne reconnaissez pas la valeur de la liberté d'expression », etc. Donc là, il y avait une espèce de diabolisation de ceux qui disaient « je ne suis pas Charlie ». Et en face, l'affirmation d'une sacralité concurrente, une sacralité qui est attachée cette fois-ci non pas à la liberté d'expression mais à la figure du prophète, et qui avait tendance aussi à accuser, à rentrer dans une logique d'accusation vis-à-vis de ceux qui ne reconnaissaient pas cette supériorité qui, selon ceux qui sacralisent le prophète, est due au respect qu'on doit à ce prophète. Et donc moi j'ai appelé ça dans le livre la concurrence des sacrés, et je crois qu'aujourd'hui c'est le défi, enfin en tout cas un défi fondamental devant lequel nous sommes. Il y a des gouffres qui se sont ouverts dans notre société au sujet de quelque chose qui est fondamental dans une société humaine, qui est la définition du sacré. Votre livre, Serge Pogam, a été écrit avant ces attentats. Pour vous, qu'ont-ils révélé ? Est-ce que pour vous, ce livre aurait été le même après ? Oui, il aurait été le même parce que le constat, me semble-t-il, est toujours valable. Ce que je notais, c'est que lorsque le lien dans le monde du travail, le lien de participation organique s'affaiblit, le lien de citoyenneté aussi, les individus n'ont pas confiance que leurs droits sont respectés. Et cela est beaucoup plus fort dans les quartiers populaires, là justement où on a une concentration du chômage, où les individus ont le sentiment d'être discriminés, de ne pas avoir de place. Alors, que font-ils justement ? Pour exister, pour être attachés finalement par un lien ou un autre, ils vont compter sur
les amis qu'ils vont pouvoir côtoyer dans ces quartiers, des communautés électives qui vont compenser. C'est une intégration compensée. On va compenser par des amis ce que l'on n'a pas par les droits, parce que nos droits sont pas respectés, parce qu'on n'a pas de place dans le monde du travail. Ou par une religion, et donc, ou par une bande. Et par les bandes, les religions. Et cette intégration compensée, on peut tout à fait la comprendre parce qu'elle apporte de la protection et de la reconnaissance, mais dans un horizon qui n'est pas celui qui va permettre de vivre en société. Elle va permettre de vivre dans des groupes plus restreints. Alors vous distinguez 4 formes d'intégration sociale. Là encore, le mot a souvent été galvaudé, intégration. Il y en a 2 dont vous dites qu'elles mettent en œuvre 2 sentiments, la frustration et la résistance. En quoi ces 2 expériences sont-elles, selon vous, au cœur du problème français aujourd'hui? La frustration, tout d'abord, c'est que pour beaucoup de Français, y compris des classes moyennes, il y a le sentiment que ces liens sont devenus fragiles et que il y a une très grande vulnérabilité qui s'est diffusée dans la société française, si bien que y compris les valeurs sur lesquelles on peut tenir, les valeurs de la République, à travers le respect des institutions, cela ne va plus de soi parce que on a le sentiment que les institutions sont elles-mêmes fragiles et qu'elles ne protègent pas suffisamment les individus. D'où ce sentiment de ne pas pouvoir réaliser les projets que l'on envisage, d'où une très forte frustration. La résistance, c'est lorsque les individus sont justement dans des situations de rupture des liens, non pas de fragilité des liens, mais de rupture réelle de certains liens, et ils vont résister justement par l'exemple que je prenais tout à l'heure, c'est-à-dire on va mobiliser un type de lien, celui qui est encore résistant, pour compenser la rupture des autres. Et qui peut servir, comme vous disiez tout à l'heure, Abdel Bidar. Alors que peuvent les politiques face à ce constat? Parce qu'on les sent quand même, disons-le clairement, à des années-lumière de ce que vous, le sociologue, vous nous dites, ou vous, le philosophe Abdel Bidar, que faire dans le contexte économique désastreux que l'on connaît? Oui, alors à la fin du livre Plaidoyer pour la fraternité, j'essaie d'être le plus réaliste possible. Bon, souvent pour un philosophe c'est un peu difficile. Et je fais 10 propositions pour une France plus fraternelle. Et autant je pense qu'aujourd'hui la fraternité et l'invention, la réinvention du lien de fraternité est à chercher aussi du côté de la société civile, autant il me semble qu'en France on ne fait rien sans que l'État prenne aussi sa part. Donc je réclame dans ces 10 propositions, c'est la première, la création d'un ministère de la fraternité, c'est-à-dire que je réclame que enfin nous donnions à la fraternité qui est dans notre devise républicaine la dignité institutionnelle qu'elle n'a jamais eue. Et vos discours d'ailleurs se rejoignent, vous philosophes, vous sociologues, puisque vous comptez vous aussi beaucoup pour que l'on s'en sorte en France sur les politiques publiques. C'est-à-dire que le modèle de régulation français passe par l'État. L'État est dans la perspective française, celui qui libère l'individu. Donc on doit compter sur l'État. On a toujours compté sur l'État. Donc non pas un État qui a servi, mais un État qui libère. Ça, c'était la perspective du grand sociologue français Émile Durkheim qui avait cette conception-là de l'État. Et je crois que nous devons renouer avec cette idée d'un État que l'on doit respecter parce qu'il est en mesure, justement, d'apporter de la protection et de la reconnaissance, de lutter contre les discriminations, mais aussi d'œuvrer pour que les individus se sentent véritablement en sécurité dans leur pays. Mais Serge Pogam, vous qui êtes sociologue, on n'entendait pas, même au début des années 1980 en France, un président de la République, un Premier ministre désigner des citoyens français, jeunes notamment, en fonction de leur appartenance. Aujourd'hui, on voit des politiques qui disent les musulmans, les juifs. Alors il y a certes un retour du fer de Dieu, mais tous les deux, pour terminer peut-être, est-ce que ça vous frappe? De quoi est-ce le symptôme selon vous? D'une France qui est en quelque sorte paralysée justement par cette dégradation du lien social. Et vous avez entièrement raison, c'est qu'aujourd'hui, il faut un horizon qui va dépasser, me semble-t-il, les particularismes. En même temps, il faut considérer que les individus ont parfois besoin d'une appartenance à des communautés pour exister, pour se ressourcer, pour trouver des protections. Et ce n'est pas dans antagonique. Il faut absolument être capable de porter un discours sur le lien social d'une façon générale qui assure la cohésion sociale tout en respectant la liberté de croire, la liberté d'appartenir à des communautés qui doivent se respecter mutuellement. Abdel sur cette question en quelques mots justement. C'est parce que nous devons retrouver tous ensemble cet horizon que, alors j'ai écrit ce livre et puis que je me mobilise aujourd'hui avec d'autres pour que dure l'esprit du 11 janvier. Il y a notamment un mouvement citoyen qui s'est créé qui s'appelle le mouvement du 11 janvier. Nous avons pris une initiative extrêmement concrète, c'est après-demain. Nous avons décidé d'appeler tous ceux qui pensent que la fraternité est un lien social indispensable à reconstruire, à se réunir place de la République
à 18h, en espérant que chaque 11 de chaque mois, eh bien, nous puissions faire boule de neige pour travailler ensemble, réfléchir ensemble, se rencontrer au-delà des frontières du repli communautaire. Merci, le message est passé. Merci à vous, Abdenour Bidar. Merci, Serge Pogam, d'être venu sur le plateau.